on est dans une course contre la montre. D'une part, on a un challenge qui est l'émergence climatique. Mais il y a aussi une dynamique de marché. Et ça ouvre une fenêtre de tir qui, si on perd, la prochaine fenêtre de tir est probablement entre 7 et 10 ans. Monsieur Cerutti qui nous expliquait en février 2024, ça fait pas si longtemps, qu'il y avait une course contre la montre, parce que souvenez-vous, à l'époque, mesdames et messieurs, Nordvolt se défendait de vouloir aller trop vite compte tenu de facteurs environnementaux. La ministre Christine Fréchette est avec nous. C'est la fin de l'aventure aujourd'hui. Alors, techniquement, là, on a, pour prendre le mauvais français, déplogué. Là. Le malade était sur respirateur artificiel, mais c'est terminé. Il n'y aura plus un sou, il n'y a plus de projet, il n'y aura jamais de projet Nordvolt au Québec. On leur a demandé de nous présenter d'ici le 1er septembre un projet solide pour la suite des choses en lien avec Nordvolt Amérique du Nord, et ça n'a pas été fait. Donc, à partir de là, nous, on retire notre financement pour Nordvolt Amérique du Nord et on s'assure de faire tout ce qui est nécessaire pour récupérer l'investissement, l'argent des deniers publics qui avait été investi dans Nordvolt Amérique du Nord à travers un prêt. On parle de 260 millions. On va voir à l'écran. On va y aller par étapes. En fait, c'est pas très compliqué, mais on va les montrer. Alors, le terrain, c'est un prêt que vous avez donné, que vous avez offert à Nordvolt pour acheter le terrain, 240 millions. Alors ça, c'est en jeu. On ne sait pas combien vous allez réussir à... On est confiant qu'on va aller récupérer la totalité de la somme, c'est-à-dire 240 millions plus 20 millions d'intérêts. Donc 260 millions. Qui va vous payer? Parce que Nordvolt Amérique du Nord a des actifs. D'une part, il y a de l'argent dans un compte en banque qui est sécurisé, qui est sous notre contrôle. Et par ailleurs, il y a le terrain. Un terrain quand même assez considérable, avec des caractéristiques uniques, d'une grandeur inégalée, proche de la métropole, près des infrastructures de Hydro-Québec, qui a été nivelé, qui a été pieuté et qui a maintenant... Rien le revendre. Alors, il y a possibilité pour nous. Là, on a différentes options qui s'offrent à nous. On pourrait décider de le garder, de le développer pour un projet soutenu par le gouvernement. Il pourrait être remis au marché pour la vente. Mais là, ce sera au juge qui va de décider de la suite des choses. OK. Je vais vous revenir sur les autres projets après, mais revenons aux sommes perdues. Donc, en tout cas, en jeu, il y a le 240 millions. Vous dites que c'est possible d'aller... Ce qui est perdu, ce qu'on sait qui est perdu, c'est le 270 millions d'investissement que Québec avait fait dans la maison mère, voilà. Nordvolt. Ouais. Et la Caisse, pas vous directement, mais c'est quand même... c'est pas loin de nous, avait mis 200 millions dans la maison mère. C'est quand même 470 millions qu'on radie dans le fleuve. Là. Ça fait mal au cœur. Cet argent-là, on ne le reverra pas, malheureusement. C'est pas la solution, c'est pas la conclusion qu'on avait souhaitée, bien sûr. On est déçus de ça. Les Québécois, assurément, sont déçus de ça. Mais néanmoins, pour ce qui est des investissements, du prêt qui avait été fait, des montants qui avaient été investis pour Nordvolt Amérique du Nord, à savoir 260 millions, on est très confiant de pouvoir récupérer ça du fait des actifs qui existent. Il y a près de 200 millions dans le compte en banque. Le gouvernement fédéral ne perd pas d'argent parce que devait donner d'argent en aide à la production. Mais comme il n'y a pas eu de production, eux ne perdent pas. Exact? Oui. Voilà. Il y avait pris des instruments différents pour le financement. Nous, il y avait le terrain, notamment, qui était à notre portée. C'est un projet qui se déroule au Québec, donc notre engagement était un peu plus important que le fédéral. Mais néanmoins, il y avait des jalons aussi qui étaient associés à notre aide financière. Normalement, on aurait dû aller de l'avant avec d'autres objectifs qui étaient rencontrés par l'entreprise et qui auraient dégagé des soutiens financiers additionnels. Mais on ne s'est pas rendu là. Donc, ces jalons-là n'ont pas été rencontrés. Est-ce que le Québec a pris ses précautions? Est-ce qu'on aurait pu rédiger, préparer ces contrats-là autrement pour mieux se protéger et perdre moins d'argent? Peut-être en lien avec la maison mère. Je pense que pour les précautions qui ont été prises pour Nordvolt Amérique du Nord, on est excusez-moi, je le dis tout de suite, c'est pas vous, c'est votre prédécesseur dans ce cas-là, M. Fitzgibbon. Voilà. Pour ce qui est de Nordvolt Amérique du Nord, on est bien sécurisé, là, comme je disais, parce qu'il y a des actifs qui sont présents et qui sont d'une valeur importante, que ce soit l'argent dans les comptes en banque ou encore la valeur du terrain. Donc ça nous sécurise. Maintenant, pour la maison mère, est-ce qu'il y aurait eu des manières de faire plus sécures à évaluer? C'est difficile à dire maintenant qu'on est dans quelques années plus tard dans un autre contexte politique, notamment, et géopolitique aussi. OK. Comment vous expliquez ce qui est arrivé, vous? Là? Vous êtes arrivé plus tard dans le dossier, mais pourquoi on en arrive là? Quelle est la tempête parfaite qui a frappé Nordvolt, qui devait être la 7e merveille du monde?
De notre part, je pense que l'entreprise s'est engagée dans un trop grand nombre de produits. Elle s'est éparpillée. Moi, c'est la perception que j'en retiens. Une leçon aussi à tirer, probablement. C'est une jeune pousse, ça avait moins de 10 ans comme compagnie, et peut-être aurait-elle dû se concentrer sur une seule activité plutôt que de se diversifier très rapidement en simultané. Et ça a peut-être participé, dans le fond, à la chute de l'entreprise. Donc ça, c'est certainement une des leçons qu'on peut tirer. C'était quand même, et c'est quand même, en théorie, la moitié de la filière batterie en termes de valeur, là, Nordvolt. Là. Donc, la moitié vient de partir. Là. Certainement pas en termes de projet. Il y a énormément de projets. Déjà, on en a là, à Bécancour, par exemple, Mirae, Vallée, Nemaska Lithium, Ultium Cam, Air Liquide, H55, dont on a inauguré les installations la semaine dernière. Ça, c'est des projets d'importance qui, déjà, là, à ce jour, ont généré, juste pour celles qui sont établies à Bécancour, 2,5 milliards de retombées pour des entreprises québécoises. Donc, des contrats qui ont été donnés à des entreprises québécoises. Donc, les retombées de la filière batterie sont beaucoup plus importantes que ce qui est perdu dans le cadre du projet Nordvolt. C'est un gros morceau. Parce qu'on avait tellement présenté, important, je vous dirais. On avait présenté ça à l'époque comme étant le gros morceau. C'est un morceau la symboliquement. cathédrale de la filière batterie. J'aimerais rappeler qu'au départ, quand le projet de filière batterie a été développé, on n'avait pas pensé avoir un cellulier, c'est-à-dire Nordvolt. C'était pas prévu. On pensait qu'un cellulier, s'il y en avait un qui venait s'établir au Canada, il irait probablement en Ontario. Or, ils ont décidé de venir au Québec. Donc, c'est pour dire que c'est pas indispensable d'avoir un cellulier. C'était pas prévu dans le plan de départ. Maintenant, ils se sont montrés intéressés, alors on connaît la suite. Mais reste que le reste de la filière batterie continue à cheminer et à générer des résultats importants. Puis non seulement on va pouvoir extraire, par exemple, des minéraux critiques et stratégiques, mais également les transformer, particulièrement à Bécancour. Il y a des usines de transformation qui sont en train d'être construites et qui vont se mettre en activité au cours des prochains mois. Madame Fréchette, parlez-moi des projets potentiels sur ce terrain-là. On fait quoi avec ça? Bien, ça va être un questionnement qui va requérir des analyses, c'est sûr. C'est un terrain immense. Il n'y a pas un cellulier en ligne, là. On n'a pas besoin d'un s'éloigne de la filière batterie, là. Il n'y a pas une nouvelle entreprise en file d'attente qui va lever la main qui est un cellulier. Pas nécessairement, non. Donc, on va analyser les différentes options qui s'offrent à nous, considérant les caractéristiques de ce terrain-là, qui sont particulières et très prisé du fait de sa taille, du fait que c'est proche de la métropole, proche des infrastructures d'Hydro-Québec. Il y a maintenant un chemin d'accès qu'on est en train de développer pour éviter que les résidents du secteur ne subissent là, du trafic de camions. Donc, tout ça, ça va être analysé, à savoir qu'est-ce qui pourrait être développé comme projet économique sur ce terrain-là. Et à partir de là, on fera notre choix. Mais là, il y a une bataille juridique qui va commencer, parce qu'il y a déjà un début de bâtisse là-bas. Ils ont travaillé le terrain. Ils vont dire, oui, on vous remet, mais ça, on garde cet argent-là. Comment vous entrevoyez les prochaines semaines là-dessus? Bien là, il va y avoir nos demandes qui vont être exprimées à la Cour. Nous, on veut récupérer d'abord et avant tout les 260 millions qui nous sont dus. Et comme je vous disais, je suis en bonne confiance qu'on va les obtenir en totalité. Et à partir de là, eux vendraient le terrain. Ça va être le juge qui va définir la meilleure procédure à suivre pour qu'on puisse recevoir les sommes qui nous sont dues. Donc ça, on va s'en remettre au juge et on verra à partir de ces décisions qu'est-ce qui s'offre à nous comme piste d'action pour la suite des choses. Mais un terrain d'une grande valeur, ça, c'est sûr. Mais vous l'avez dit, je termine avec ça, Mme Fréchette, il y avait une valeur de symbole. Là. Il y avait une part symbolique, effectivement. Donc, c'est dur quand même, politiquement, là, je vais sur le terrain politique, de tourner la page. Là. Bien, l'heure est venue de tourner la page. Maintenant, je pense qu'il faut mettre en lumière tous les autres projets de la filière batterie. Et Dieu sait qu'il y en a. Ils sont nombreux. Et les médias en ont moins parlé ces derniers mois. Nordvolt occupait beaucoup d'espace, mais n'empêche que les autres projets qui se déroulent dans la filière batterie sont costauds. Ils nous positionnent à l'international dans un créneau d'avenir qui continue d'être en croissance, certes en moindre croissance, mais en croissance quand même, et qui répond aux défis de la transition énergétique. Je vais déborder un peu. Je vais vous poser une dernière question. Parce que les gens disent, bon, bien, c'est dommage, effectivement. Est-ce que vous croyez quand même qu'il n'y a pas un gouvernement qui aurait refusé de tenter l'expérience, l'aventure avec Nordvolt, si tant est qu'une offre comme ça s'était présentée à l'époque? Là, c'est facile, ça n'a pas marché, mais est-ce que, vous êtes dans un gouvernement, est-ce que c'était pas
trop difficile de se mettre des barrières ou de se mettre des conditions parce que c'était flamboyant, là. Bien, il y avait des bons acteurs autour de la table aussi qui avaient investi dans ce projet-là. Rappelons-nous que le gouvernement allemand a investi, Goldman Sachs était autour de la table, Volvo était autour de la table. Donc, quelque part aussi, ça montrait la puissance, la force de conviction des dirigeants de l'entreprise qui, au niveau de la production, n'ont pas été en mesure d'atteindre les objectifs qu'eux-mêmes s'étaient donnés. Et de là, la tombée du projet. Christine Fréchette, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous. Direct. Merci.